à l'émission à mon présenté, la délégué frère Nanga, ils vont courir à passer pour à ça l'émission à la reçue. Mais sinon, vraiment, où nous serons dans où nous serons à la image où Zambé a tout allé, ceux qui a cookie, pour porter ses coups et pas une maille. Ils vont courir à passer pour à ça l'émission à la reçue. Mais sinon, vraiment, où nous serons dans où nous serons à la image où Zambé a tout allé, ceux qui a cookie, pour porter ses coups et pas une maille. C'est moi le parole de Pascal. Merci. Allez, on est de retour sur ce plateau. Je voulais vraiment... vous connaissez un peu ma position sur ces choses. Je voulais diffuser cette vidéo pour essayer d'apporter un soutien à cet homme, Monsieur Pascal Poba. C'est ça, je crois. La vidéo, elle est là. Il est visiblement malade. Il demande de l'aide. Et il y a quelqu'un qui m'écrit, mais Pérophalie a coquille kosunga été. Donc ça, c'est un homme qui vous a fait chanter. C'est un homme qui vous a apporté un peu de bonheur, un peu de sourire avec la musique. Je sais qu'à un moment donné, il était quand même au top de sa forme quand il donnait des chansons comme Maman, Papa Wimba, etc. Mais là, elle est dans une situation difficile. Elle a lancé un appel au soutien. Il est malade. Si des gens de bonne volonté peuvent l'aider, je voulais vraiment partager cette image avec vous pour essayer d'apporter mon soutien. Mais moi, j'ai vu la fameuse ministre de la Culture, si c'est Yolande, demander de l'argent pour les comptes des Fali, etc. Ces gens arrivent à ce niveau parce que la République n'est pas tout simplement organisée. Si on était organisé avec le respect des droits d'auteur, le respect des droits voisins, etc., c'est des situations où peut-être que permettre va se faire soigner, etc. Mais là, c'est quand même triste. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, mais je voulais quand même diffuser cette image. Donc là, vous avez donc notre frère Pascal Poba, qui a été parolier, qui a écrit énormément de chansons. S'il faut l'aider, c'est maintenant qu'il faut l'aider. Bogozela Koufa wa ale. Bolati ba mazanto, bolati ba yuji amba moto, bobimi makelele kili. Donc s'il faut l'aider, c'est vraiment maintenant qu'il faut l'aider. Chaka Kongo pa Koufa. Chaka Kongo mutazaiki ero bomonie, Chaka Kongo pa Koufa. Parfois, les gens ont négligé bango, l'importance de bango, c'est quand ils sont pas là que on se rend compte que ceux qui Chaka Kongo azaï mais ero déjà makelele les bandits, peut-être que ça allait changer, mais bon. Donc, je me joins à lui. Je voudrais vraiment que les personnes de bonne foi, si possibilité, y a beau aider. C'est donc notre frère Pascal Poba qui est malade et qui demande de l'aide. N'attendons pas qu'il meure pour que nous venions intervenir et que nous venions nous montrer. Voilà. J'ai vu une autre image qui m'a scandalisé et qui me conforte encore davantage dans ce que je vous dis. C'est le débat un débat assez nauséeux qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez regardé. Bolanda. Un ami avait beaucoup de moyens. Il avait la possibilité de me donner même $1 million américains. Je suis allé les voir en privé. Un ami avait beaucoup de moyens. Il avait la possibilité de me donner même $1 million américains. Je suis allé les voir en privé seul. Je lui ai demandé $100 000 parce que j'avais besoin pour acheter la parcelle de l'église. Nous étions à deux. Il me dit, ok, on va parler de ça demain. Et demain, ce n'est pas lui que je vois, c'est ma femme qui me dit, pourquoi tu allais lui demander l'argent?
Il m'a dit qu'il ne veut pas détruire votre relation par le matériel. Vous savez qu'il y a des moments où vous voulez faire des choses, mais Dieu voit et Dieu peut vous humilier. Hein? Il y a des gens, si vous n'avez jamais connu ça, nous avons connu déjà ça. Moi je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de le dire. Une fois à l'église, on a donné l'argent pour acheter les synthétiseurs, mais moi j'ai acheté les billets pour voyager. Ça c'est déjà peut-être vous, toi ça ne t'est jamais arrivé. Mais moi je donne les témoignages parce qu'après quand Dieu m'a béni, j'ai pu acheter pas un synthétiseur mais plusieurs synthétiseurs. Ça va t'arriver aussi. Il y a des gens à qui je pouvais donner il y a quelques années passées un cachet de $200. Mais les mêmes personnes aujourd'hui je peux leur donner un cachet de $20 000. Donc Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et la comparaison a voulu me tuer. Je ne sais pas si vous comprenez. En cherchant la comparaison, ça a voulu me ramener jusqu'au jour où Dieu me dit, regarde-moi seulement. Et quand j'ai regardé sur Dieu, c'était plus facile de réunir plus de $300 000 pour acheter un terrain en plein centre-ville. Je voudrais dire à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu que ce n'est pas tard. Ne te compare à personne. Ne fais pas une compétition avec quelqu'un. Aie les regards fixés sur Jésus. On m'a envoyé des vidéos il y a peut-être 2 semaines. On m'a envoyé des vidéos il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Et je vois des gens qui m'envoyaient des vidéos et qui me disaient « Ah, homme de Dieu, la reconnaissance n'est pas de ce monde. » Il y avait un frère, un ami, quelqu'un qui était là comme vraiment un frère, que j'avais beaucoup aimé comme un ami et un frère. On a passé beaucoup de temps ensemble, des bonnes choses, des bons moments ensemble. Et vous savez, il y a des moments où tu fais des choses parce que tu les fais pour un ami, tu les fais pour un frère. Pour moi, je l'ai beaucoup aimé comme un frère. Mais pendant qu'il prêche, je ne sais pas, dans son église, dans la vidéo qu'on m'a envoyée, il est en train de donner l'exemple, il parle. Il dit non, j'avais un ami qui est là avec beaucoup d'argent. Je suis allé un jour lui demander l'argent pour acheter le terrain de l'église. J'ai demandé $100 000 que je suis allé lui demander. Il en avait tellement beaucoup qu'il pouvait même me donner 1 million. J'ai dit d'abord, vous savez, quand on est ingrat, on aime exagérer. Qui peut te donner $1 million comme ça? Moi, mon argent n'est pas volé. Moi, mon argent n'est pas le fruit de la corruption. Je n'ai jamais pris la chose de quelqu'un. C'est des fonds propres. Il n'y a personne qui peut arriver, tu dis seulement parce que tu es son ami, donne-moi $100 000. Et lui, il sort, il te donne. Il a oublié, quand il donne son exemple, il a oublié que pendant cette période, il est déjà venu pour dire, prête-moi autant, prête-moi ceci, et je l'ai fait, et il n'a jamais remboursé. Maintenant, tu n'as jamais remboursé, et tu viens maintenant demander $100 000. Même une banque va te dire, quelle est ta capacité de remboursement? Il dit, vous n'avez jamais vécu l'humiliation. Regardez les ingrats. Les ingrats vont oublier toutes les bonnes choses que vous avez posées. Et il prêche comme ça, dans son église. Et j'ai compris que c'est tout simplement un message qu'il voulait m'envoyer. On dit que tu avais refusé de me donner $100 000, et voilà maintenant, moi aussi j'en ai. Il faut être reconnaissant, parce que moi j'étais accepté pendant que tu n'avais rien. J'étais aimé pendant que tu n'avais rien. Aujourd'hui que tu en as, sois reconnaissant pour dire que les autres qui m'ont aidé pendant que moi je n'avais rien, eux avaient quelque chose. Ça veut dire qu'ils avaient le cœur de Dieu. On est de retour sur ce plateau. Pasteur Oyo est terrible. J'ai suivi ces débats très nauséabonds, nauséeux, entre Jean-Clément Diambilay d'un côté et de l'autre, Paul Mukenji. Je vais vous faire remarquer deux, trois choses. Et je vous dirai pourquoi je reviens là-dessus. La première, c'est d'abord les origines. Vous avez ici Jean-Clément Diambilay et de l'autre vous avez Paul Mukenji Baluba. Dans un contexte précis où un autre frère Moulouba, un voyou qui s'appelle Tshisekedi, est au pouvoir. On aura tout vu avec les Baluba ici qui sont au pouvoir ici. Donc d'un côté vous avez Paul Mukenji, de l'autre vous avez Diambilay. Premier élément. Deuxième élément, c'est le montant évoqué par ces hommes. Diambilay dit que j'avais un ami qui était capable de me donner $1 million.
Paul Mukendi ici est un violeur. Quelqu'un qui est condamné à 8 ans de prison au Canada, un évadé. Et Diambila il dit, après, aujourd'hui je peux donner 20. Où ces gens trouvent-ils l'argent? Quand tu entends des montants évoqués par les pasteurs, des gens qui n'ont pas de société, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont rien. Mais ils parlent aujourd'hui de millions de dollars. Bazwaka mbongo wana wapi? Où trouve-t-il cet argent? Dans des pays sérieux qui s'organisent, quand vous avez 2 voyous comme ça, 2 bonhommes, qui viennent évoquer des montants aussi impressionnants, mais l'État doit ouvrir l'œil et les bons. Balubo Mibale Mukendi, violeur, bandit, voyou, condamné, Diambilaï, Bazuba million wana wapi. Vous allez remarquer une chose. Nous sommes au mois de décembre. Bientôt, vous aurez des veillées de traversées. Vous aurez année 2006, année de lumière. Dieu a proclamé cette année, année d'accomplissement. Mais l'accomplissement là, c'est seulement le pasteur. C'est eux qui achètent des grosses jeeps. C'est eux qui vous parlent des millions de dollars. C'est eux qui vous parlent de ceci. Mais les bandimi, les pauvres bandimi qui se font arnaquer, oyo, baloba kinabino. Les amis, soyons honnêtes. Faisons le bilan. Les églises ont proclamé l'année 2005, année de traversée, année de ceci. 2005 et c'est les Yangoy. 2025, au traversée ligne. Mais regardez les pasteurs. Ils font des débats de millions de dollars. Je lui ai demandé 100 000 dollars. Il avait la possibilité de me donner 1 million de dollars. Mukendi ici, voyou. Mukendi, violeur. Condamné pour viol au Canada. Un évadé, un voyou. Paul Mukendi. Où il trouve des millions? Où trouve-t-il des millions, ces gens? Et pourquoi l'État n'ouvre pas l'œil et les bons pour poser des questions sur la vie de ces gens qui sont en train de nous arnaquer, qui pillent les pauvres mamans? Qui pillent les pauvres mamans. Diambilaï ici, vous l'avez entendu englué dans une affaire. Makambouya Minyamulondo, pasteur de son État. Diambilaï, un ancien vendeur de chemises, est aujourd'hui multimillionnaire parce qu'il est Moulouba. Il profite de sa tribu Yabalouba et de son frère qui est au pouvoir pour aller prendre des mines. Nabato Bakoufa qui n'a mine wana ya Mangaya. Ce monsieur soi-disant pasteur est dedans. Son complice est là. Shekina. Son complice est là. Un autre pasteur, révérend Shekina. Un frappeur. Le complice de Diambilaï. La mine dont est question ici. Diambilaï, Kassayen de son État, a profité de Chilouba. Et il est allé chercher un autre frappeur, Shekina, qui lui était autour de Félix Tshisekedi. Shekina s'est organisé pour donner des mines, arracher des mines aux gens au Katanga et travailler avec son frère Kassayen Diambilaï ici. Et Diambilaï et Shekina sont aujourd'hui des multimillionnaires parce qu'ils ont pris des mines déjà dans l'Est de la République, au nom de la Bible. Shekina a eu des problèmes avec Tshisekedi. Je reviendrai sur ça. Il a eu des problèmes. À un moment donné, il a fui. Il est allé au Canada parce qu'il a eu des problèmes. Il y a mbongo, il y a millions de dollars avec Tshisekedi. Il est revenu il n'y a pas longtemps. Et pour cacher la chose, il va raconter, prendre 2-3 pasteurs au Canada, aux États. Vous avez vu l'aventure qu'ils ont fait récemment ici. Ils ont amené des pasteurs américains. Tshisekedi est venu. C'était une manière pour Shekina ici de revenir au pays de Tshisekedi et de revenir au Congo. Les deux ici sont dans les histoires de mines. Diambilaï et Shekina. En train de piller au nom de la Bible. Bah frappeur. Miyibi. Shekina ici est proche de Tshisekedi. C'est des gens qui ont aidé Tshisekedi à mettre ces pays par terre, à mettre ces pays à genoux. Shekina ici. Ils sont dans les mines. Balouba. Et vous nous parlez du fédéralisme. Balouba Oyo, Bayena Katanga, il pille la province du Katanga. Diambilaï. Diambilaï dit que j'ai demandé 100 000, j'ai demandé 1 million. Paul Mukendi va trouver 100 000 où? Paul Mukendi va trouver 1 million où? Qu'est-ce que ce monsieur fait? Qu'est-ce que Diambilaï fait? Non, Miyibi.
Décembre à Yango. Ils vont vous demander de venir sceller. Il faut sceller l'année. Ça sera l'année de la gloire. Ça sera l'année de ceci. Ça sera l'année de cela. Et vous aussi, vous allez aller suivre ces choses ici. Il est temps que vous ouvrez l'œil et le bon. L'État n'arrive pas à vous protéger. Vous devez vous protéger vous-même. Vous devez vous protéger vous-même. Ces frappeurs ici, ces faux pasteurs ici vont vous amener vers l'enfer. J'ai vu un Mikolo, je commence quand même à suivre. Au début, je l'ai trouvé un peu un troubadour, hein, les fameux prophètes d'Odi. Mais j'ai décidé un peu de me rapprocher, de zoomer mes caméras autour de lui. Je vois quand même que parfois, c'est des gens que l'on critique et qui font des choses qui sont bien. Je l'ai vu aller déposer les images chez Makoko là-bas. Moi-même, quand j'étais encore à Kinshasa, il m'arrivait de visiter ces centres-là et j'ai été très touché. Regardez. On est de retour sur ce plateau. Pourquoi je les diffuse? Je les diffuse pour que l'on ne dise pas Perrault est toujours là en train de critiquer. Bon, lui, Emmanuel Ido dit, je les vois dans plusieurs actions sociales, pendant que Diambilaï et Shekina sont en train de piller dans l'est, dans le Grand Katanga, pendant que Diambilaï est en train de se battre avec Mukenji, il y a quand même ce Dodi ici qui est allé donner, qui fait des actions. Je l'ai vu donner des véhicules aux musiciens. Je tenais à lui rendre hommage et surtout à lui passer ce message ici. Maintenant que les gens savent qu'il donne des véhicules, il va chez Mama Koko, etc., il y aura des sollicitations. Il y a des faux pasteurs comme les Mukuna, comme les Kankeza Mwanambo, les faux là, des gens qui sont dans les Mukuna, les Dodon Kamba, les Ejibaya Mampia. Ils courent derrière les hommes politiques, ils courent derrière le pouvoir et les politiques pour avoir de l'argent. Ceux qui connaissent Dodi là, demandez-lui de continuer à aller faire ses actions sociales. Il y a politique. Qu'il reste dans ce qu'il fait. Parce que ces aventures de Mukuna ici, avec leur histoire de RRC, on risque de l'amener là-bas. Et puis demain, Ekomio, Ezalaki et Mataki Kitaki. Donc je voulais vraiment le féliciter. Au moins, il n'y a pas que des escrocs en termes de pasteurs dans ce pays. Il y en a aussi qui pensent quand même à manger aux autres, à manger avec les autres. Laissez-moi ouvrir le sujet du jour. C'est donc demain, plutôt après-demain, je dis que M. Tshisekedi sera à la Maison-Blanche avec le président rwandais Paul Kagame, où ils doivent signer des accords pour, soi-disant, ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui devait être une rencontre bilatérale entre, d'un côté, le Congo et le Rwanda, j'ai vu que ça devient une rencontre régionale. Parce que j'ai vu, en lisant aujourd'hui sur les X et en visitant un peu les comptes de la sous-région, j'ai vu que le président burundais Ndayishimiye a été aussi invité. Apparemment, le président ougandais est aussi invité. Et même la Tanzanie, si je ne me trompe pas. Donc, ça devient un combat sous-régional
des gens qui sont convoqués, invités par Donald Trump. Et sur la table, les accords doivent être signés. J'ai eu accès à la petite mouture de ces accords qui doivent être signés entre les deux parties. Les amis, je me pose la question si on est encore humain, si on est encore réfléchi dans ce pays, et si nous avons encore la capacité de résilience pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. La première des choses, dans un pays qui se dit démocratique, comment est-ce qu'on peut signer des accords hors institution? Cet accord que M. Tshisekedi va signer après-demain n'est pas du tout passé à l'Assemblée nationale. Cet accord que M. Tshisekedi va signer demain n'a pas été débattu en Conseil des ministres. Qu'il me soit permis ici de vous rappeler que lorsqu'ils ont signé ces premiers accords entre d'un côté le gouvernement de la RDC et de l'autre le gouvernement du Rwanda au niveau ministériel, donc Kayikwamba, la Mamou nationale de Doha du côté congolais et Olivier Nduizire du côté du Rwanda, le Rwanda, dont on dit qu'il est géré par un dictateur, a pris ces accords pour des besoins de la forme, pour afficher l'État dans son habit d'apparat. Le Rwanda a amené ces accords à son Parlement. Et moi, je me rappelle, j'ai suivi les débats houleux, semblant ou montage, mais le débat était houleux autour de cette question-là. Parce que la plupart des députés, des parlementaires rwandais, demandaient à leur ministre des Affaires étrangères de ne pas signer et poser sur la table la question de la crédibilité de M. Tshisekedi. Le Rwandais disait, est-ce qu'il vaut vraiment, ça vaut la peine d'aller signer ces accords quand on sait que les accords seront signés avec un homme qui n'a jamais rien respecté? Et j'ai vu qu'Nduizire a réussi à convaincre le Parlement à ratifier ces accords. Donc, le Rwanda peut venir sur le plan de la forme avec la bénédiction institutionnelle. Le Rwanda vient dans ces accords avec un dossier ratifié, même pour la forme. Ici, qu'il me soit permis de rappeler ce que j'ai l'habitude de dire. L'État, ce n'est pas votre cuisine. L'État, ce n'est pas votre chambre. L'État, c'est quelque chose de sacré. Et dans ce que l'on fait, même quand on est dictateur, il faut toujours se battre pour que l'État apparaisse dans ses habits d'apparat. Parce que l'État, c'est le monstre qui doit régenter les choses et qui doit nous gérer. Mais lorsqu'on est dans une situation où l'individu est au-dessus de l'État, comme c'est le cas au Congo, ça veut dire que cet État-là est appelé à disparaître. Tshisekedi est un homme dangereux, les amis, même dans ses faits et gestes. Si nous ne nous lèvons pas pour stopper la folie de cet homme, nous sommes appelés à disparaître. Donc, déjà au niveau de la forme, vous avez d'un côté un pays plus grand bénéficiaire de ces accords, je reviendrai sur les accords, qui a quand même mené ces accords au niveau de son Parlement qu'il a ratifié, mais de l'autre côté, vous avez une propriété privée. Vous avez une jungle où un voyou, un délinquant et un bandit pensent que la République, c'est lui qui a pris en otage tout un pays, qui décide hors institution, sans respect des principes, sans respect de la loi, de faire ce qui bon lui semble, c'est M. Tshisekedi. Déjà, il se pose un problème. Les accords qui seront signés le jeudi ne sont pas passés devant notre Parlement. Donc, M. Tshisekedi pense que le Congo, c'est lui. Il pense que ce que lui fait, c'est ça le Congo. Le Congo est devenu sa chambre, un bien privé. M. Tshisekedi pense que c'est lui, l'alpha et l'oméga du Congo. Donc, il vous amène ces accords qui n'ont pas été débattus à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas été débattus au niveau du Conseil des ministres. Et ici, j'ouvre une autre parenthèse. Même la délégation qui avait signé les préaccords, Tshisekedi avait mis en place une commission costaud, inutile. Malheureusement, cette commission-là, des experts, pour aller négocier avec le Rwanda, était dirigée par son directeur de cabinet. Donc, vous avez une ministre des Affaires étrangères, Kayikwamba, qui était dans cette délégation-là, mais Tshisekedi avait donné l'autorité de la commission à ces faux pasteurs d'Anthony Kinzo qui l'accompagnent.
C'est Anthony Kinzo qui était président de la commission, des gens qui négociaient là-bas, alors que vous avez un ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Ici, c'est pour vous montrer la conception de l'État par cet homme. Donc, déjà au niveau de la forme, ça nous pose problème. Je reste au niveau de la forme. Le Rwanda arrive à ces négociations avec 7 personnes. 7 personnes. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, j'ai vu qu'il a associé 7. Donc, une délégation maximum 10 personnes. Mais le voyou Tshisekedi va aux États-Unis avec une délégation de 100 personnes. Quand on sait que, au mois d'octobre, le budget de la présidence était à 1 milliard de dollars, la délégation est remplie de ses amis, de ses copines, ses makangou, ses copains, tous les charlatans qui l'entourent. La délégation congolaise, à l'heure où je parle aux États-Unis, c'est une délégation d'une centaine de personnes. Et les ordres de mission sont clairs. Les frais sont pris à charge par les trésors publics. Dans un pays pauvre, qui est inondé, où les gens sont inondés à chaque petite pluie, qu'est-ce que les 100 personnes, les 100 amis que Tshisekedi a amenés aux États-Unis vont nous apporter? Je rappelle ici que lui-même est à l'extérieur du pays depuis plus d'une semaine. Comptez seulement ces mois ici. Comptez seulement ces mois. Ce monsieur a été en France, en Belgique, en Égypte, au Qatar. Là, il est en Serbie. Après la Serbie, il est venu voir ses copines en Belgique. Après la Belgique, il va aller aux États-Unis. Donc, en un mois, ce monsieur a visité 10 pays. 10 pays. Donc, en un mois, 30 jours, il a plus passé le temps à l'extérieur que dans son propre pays. Ce monsieur vient au Congo en escale. Il vit à l'étranger, mais il est président du Congo. Quand il vient au Congo, il est en escale. Ici, j'ouvre une parenthèse. Avons-nous des généraux dans cette armée? Monsieur Kabi, Monsieur Tango Fort, Monsieur Chikoti Tamboué, vous ne pouvez pas déposer cet homme au nom de la République. Comment est-ce qu'on peut laisser la République comme ça, entre les mains d'un petit voyou qui ne comprend pas l'importance et les urgences qu'il faut rester au pays tranquille en train de réfléchir et travailler? Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller un matin, ce monsieur avec sa femme, la tiktokeuse de Paka Djoumala, revenant au pays, incapable d'atterrir à l'aéroport d'Indjili? Nous ne pouvons pas assister à ça. L'armée est le dernier bouclier d'une nation. Vous avez prêté serment de verser votre sang pour le pays. Mais le pays pour lequel vous avez décidé de travailler sous les drapeaux est aujourd'hui au bord du gouffre. Regardez la situation à Kinshasa. Une vingtaine de généraux, dont un général 4 étoiles en prison. Bofandi bozo zelaba kangabino. Mutoyo, liboma, muto liboma yengaka, akeya zubasi, azongi à l'escale. Et puis quand il est en escale au Congo, Soulard, il prend ses amis, les Guy Modiavita, Bameli, Balangwe, Bakeko Sala Makambabo Soto, Naba fermé, tout ça. Donc, rien ne change. Donc dans ce pays, nous n'avons pas une conscience collective. Nous ne pouvons pas avoir les reculs avec notre armée pour se dire non, nous sommes en danger. Et nous avons prêté serment de servir sous les drapeaux, de servir le pays. Ici, je voudrais une fois de plus appeler à la prise de conscience de nos militaires, de nos hauts gradés. La République est véritablement en danger. Si vous aimez ce pays, vous avez la responsabilité de vous lever pour les sauver. Et je rappelle ici que sauver le pays commence par notre capacité à nous lever pour stopper Tshisekedi. Je reviens à ce que je disais. Donc, il amène une centaine de personnes. Maintenant, je vais rentrer dans le fond de cette affaire. Les amis, à l'époque de Kabila, ces voyous et ces bandits de l'UDPS nous avaient amené Kadiosha. Kadiosha, Mogagi, Kabila a vendu le pays. Kabila Tekimboka, Kabila Tekimboka. Et c'était un Kadiosha qui avait tellement pris au sein de l'opinion. Pauvre Kabila. Aujourd'hui, on assiste à la vente, à la liquidation systématique de notre pays. Tshisekedi est aux États-Unis pour liquider le pays. Lorsque vous lisez les accords que Tshisekedi
est allé signer. Ces accords répartissent les principes. D'abord, avant d'arriver à ces accords, je voudrais ici attirer votre attention sur l'incohérence, la folie de M. Tshisekedi et de ses hommes. Pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, M. Mouyaya, sur RFI, sur 24, sur France 24, et même à la télé Zaïre, Tonton Skol alias Mouyaya nous avait dit que le président Tshisekedi ne va pas aller aux États-Unis d'Amérique. Il ne fera les déplacements des États-Unis d'Amérique pour apposer sa signature que lorsque le Rwanda aura retiré l'essentiel de ses troupes qui se trouvent en République démocratique du Congo. Ça, c'est une déclaration qui date d'il y a 2 semaines. Le porte-parole du gouvernement, c'est lui qui porte la voix du gouvernement, nous avait dit que Ngeleka ne partira pas aux États-Unis. Le président Tshisekedi a décidé d'aller aux États-Unis seulement dans l'hypothèse où le Rwanda va retirer l'essentiel de ses troupes. 2 semaines plus tard, Tshisekedi est aux États-Unis pour signer des accords. Avant de continuer, je voudrais poser une question à notre tonton Skol national, R. Makutu, alias Patrick Mouyaya. R. Makutu, combien de militaires rwandais ont été retirés de notre sol? Tu nous as dit que le président de la République, que tu sers avec fidélité et loyauté, ne se rendra pas aux États-Unis si les troupes rwandaises, si le Rwanda ne retirait pas l'essentiel de ses troupes en République démocratique du Congo. Je rappelle que cette décision date d'il y a seulement 2 à 3 semaines. Combien, en termes de pourcentage, combien de pourcents des troupes rwandaises ont été retirées de la RDC? L'incohérence, les aventures de ces hommes. J'en viens à l'intérieur de ces accords. Les accords que l'on va signer, les amis, j'ai vu les gens de l'UDPS, les gens de Kadiosha, les talibans en train de se trémousser, de se dire « Trump va finir la guerre, Trump va faire ceci ». Je prends rendez-vous avec vous, en vous regardant droit dans les yeux, que ces accords qui seront signés jeudi ne vont nullement apporter la paix. M. Tshisekedi se trompe. Il est allé bazarder la République en croyant se protéger et en croyant que ces accords vont lui procurer la paix. Mais il se trompe. Il se trompe pour 2-3 raisons. Je vais vous expliquer. D'abord, sur l'intérêt du médiateur. J'ai toujours dit à mes compatriotes, et je voudrais ici le répéter, arrêtez d'amener la chrétienté, le bon sens au niveau des relations internationales. Le monde international, la géopolitique internationale est un monde impitoyable, où ne compte que les intérêts. Il n'y a pas d'état d'âme en matière de relations internationales. Je vous ai toujours dit, si le Rwanda tire l'essentiel de ses revenus, si l'intérêt pour le Rwanda est de vous insécuriser, la guerre que le Rwanda exporte dans votre pays lui permet de vivre, n'attendez pas que le Rwanda vous apporte la paix sur un plateau. Ce n'est pas de la responsabilité du Rwanda de terminer la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, quand le Rwanda sait que cette guerre, par lui provoquée, lui procure du bien. C'est aux Congolais de réfléchir. C'est ça le réel politique. Vous amenez le bon sens au niveau des relations internationales. Non. C'est un problème d'intérêt. Pourquoi le Rwanda acceptera-t-il que l'Est de la République soit en paix quand on sait que l'insécurité dans l'Est de la République lui profite? Est-ce que vous, si vous étiez à la place du Rwanda, vous ferez autrement? Est-ce que ce n'est pas nous qui avons déstabilisé l'Angola ici? Quand à l'époque, vous vous réjouissez des Congolais qui allaient à Kafoufou, Bana Lunda, qui revenaient à Lunda avec l'argent pour payer des maisons à Kinshasa ici, vous étiez heureux. Est-ce que vous saviez comment ces Bana Lunda prenaient les diamants en Angola? Mais c'est parce que Mobutu déstabilisait l'Angola. Ce que Kagame fait aujourd'hui, nous l'avons fait contre l'Angola. Toutes les bases arrière de Savimbi étaient chez nous. C'est Mobutu qui a armé Savimbi. Et vous, vous allez prendre les diamants, vous revenez ici, Bana Lunda, en train de vous réjouir.
Si l'insécurité dans l'Est de la République profite au Rwanda, ne soyez pas idiots. Je pèse bien mes mots. Je voudrais vous choquer. Ne soyez pas idiots pour croire que le Rwanda va vous apporter la paix. Ça ne se fera pas. Donc, la première analyse que je voudrais faire avec vous, c'est d'abord au niveau des objectifs de ces accords. Dans ces accords, lorsqu'on fait une analyse, il faut d'abord commencer par la machine qui a amené ces accords, les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, sur le plan mondial, l'Amérique assiste à la montée en puissance de la Chine. Beaucoup d'experts notent que dans les années qui arrivent, la Chine va prendre le pas sur les États-Unis d'Amérique. La guerre dans l'Est, plutôt dans l'Ukraine, en Ukraine, a également démontré à la face du monde que l'Europe, dans son ensemble, a un ennemi puissant à côté qui s'appelle la Russie, qu'il ne faut pas négliger. Parce que malgré les sanctions, malgré les ceci, malgré les cela, aujourd'hui l'économie russe se porte très bien et l'Ukraine, soutenue par l'OTAN, par l'Europe, par les États-Unis d'Amérique, est sur le point de capituler. Parce que toutes ces puissances-là se sont rendues compte qu'ils ne peuvent pas mettre à genoux la Russie. Ce qui fait que, en analysant la situation mondiale, l'Amérique a décidé de mettre son pied et son nez partout où se trouvent des matières précieuses stratégiques. Donc, dès le départ, l'intérêt pour Donald Trump n'est pas l'amour du Congo. Détrompez-vous. Parce que je vois les talibans en train de crier, Donald Trump va imposer la paix. Il n'a rien à faire avec votre paix. Si Donald Trump était un homme de paix, il aurait pu d'abord commencer par imposer la paix en Israël. Ce qu'Israël fait à Gaza, ce qu'Israël fait à Cisjordanie, c'est des crimes contre l'humanité. Israël a vécu des problèmes avec la Shoah. Mais ce qu'Israël reproduit aujourd'hui avec les Palestiniens, c'est de la Shoah. Mais si les Américains étaient amoureux de la paix, la vraie paix devait d'abord être imposée là-bas, auprès de leur meilleur allié qui est Israël. Non, ce n'est pas par amour, par recherche de la paix que l'Amérique veut intervenir chez vous. C'est un domaine d'intérêt. Donc, déjà, il faut qu'on fixe les colonnes, que nous nous mettions d'accord sur le principe. Parce que la folie de Tshisekedi amène Tshisekedi à croire, et lui et ses affidés, que là, ils ont un bon Dieu qui s'appelle Donald Trump, qui, en claquant du doigt, va leur apporter la paix. Détrompez-vous. Si Donald Trump arrive au Congo, ce n'est pas pour vous amener la paix. C'est les intérêts des Américains. La volonté de vouloir contrôler les matières précieuses, stratégiques qu'il y a chez vous, qui amène Donald Trump à venir chez vous. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ils n'apporteront jamais la paix. Pourquoi? Parce que pour exploiter chez vous, ils n'ont pas besoin de la paix. Aujourd'hui, la Libye est dans une situation de chaos. Mais allez regarder. Les Européens, les Occidentaux sont en train de pomper le pétrole de la Libye malgré l'insécurité. Ils pompent. La Syrie qui est en catastrophe là-bas. Ils ont reçu ce garçon qui est arrivé là-bas comme président de la République, un ancien djihadiste dont la tête avait été mise à prix à plus de 5 millions de dollars par les États-Unis d'Amérique. Mais il a été reçu le mois passé à la Maison-Blanche. Parce que leurs intérêts permettaient. Donc même si les Syriens sont en train de mourir là-bas, eux ils profitent, ils pompent. L'insécurité dans l'Est de la République n'empêchera pas les Américains de pouvoir atteindre leurs objectifs qui sont d'aller prendre l'argent, d'aller prendre les matières précieuses chez vous. Mais l'accord signé va leur apporter une chose. Parce qu'en réalité, les États-Unis ont besoin de mettre la main sur vos richesses. Mais dans ce contexte-là, il y a un frein. Le frein, c'est le Rwanda. Le Rwanda, avec ses alliés, notamment le Qatar, a réussi à montrer aux Américains que je suis incontournable dans cette région. À Kinshasa, vous avez des aventuriers. Vous ne pouvez pas avoir ces matières précieuses sans mon accord, sans mon aide, parce que moi je contrôle. C'est ce qu'on appelle la diplomatie agissante. Ce n'est pas la blague de Tshisekedi. Maintenant que les Américains ont absolument besoin de ça, et que le Rwanda est dans une situation de difficulté,
comme un pays voleur étranger, on vous amène à signer un accord pour sanctifier le Rwanda. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Ces accords, pour les Américains, ce n'est pas forcément pour apporter la paix, mais ces accords apportent d'abord et avant tout une sainteté au Rwanda qui sera le croix, le relais des Américains pour prendre vos matières premières. Et comme ils ont un fou, un bandit qui ne comprend pas les choses, en signant ces accords avec le Rwanda, que disent les accords? Les accords planchent notamment sur une question importante. Lorsqu'ils évoquent la question économique, les accords parlent de l'exploitation commune au niveau de la sous-région des richesses de la République démocratique du Congo. Et ce voyou de Tshisekedi a accepté ça. Il a accepté de brader notre souveraineté en allant apposer sa signature dans les accords qui astreignent la République démocratique du Congo à accepter que les matières précieuses qui se trouvent dans son sol soient exploitées communément avec les voisins. Ça, c'est une violation même du droit international. C'est une violation de la souveraineté du Congo. Mais tu sais quel fou qu'il est. Il croit qu'en cédant, en vendant la République et en acceptant l'inacceptable, on va lui ouvrir la paix et on va lui permettre de rester éternellement au pouvoir. C'est faux. Parce qu'en réalité, les intérêts, les objectifs des Américains n'ont rien à voir avec les objectifs congolais. Leurs objectifs, un, c'est mettre la main basse sur vos richesses, premier objectif. Deuxième objectif, c'est de sanctifier le canal par lequel ils vont avoir ces biens. Parce qu'en réalité, les Américains, pour exploiter l'Est de la République, ils n'ont pas besoin de Tshisekedi. Ils n'ont pas besoin de finir la guerre. Mais ces accords auront le mérite de justifier l'action d'agression que le Rwanda mène dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ce moment-là, on vous enlève l'argument selon lequel le Rwanda nous fait la guerre parce qu'il veut nous piller. Le Rwanda a un regard sur nos richesses. Le Rwanda passe du statut de voleur. Le Rwanda passe du statut de l'agresseur, de l'homme qui a une main sur nos richesses, au statut de l'homme qui a droit, parce que le Congo, au terme d'un accord international qui lie les parties, a signé et a autorisé le Rwanda de le faire. En fait, c'est ça la logique. C'est ça la logique. Et Tshisekedi pense que ça va lui amener. Ça n'apportera pas la paix. Parce que les objectifs qui ont amené les Américains à cet endroit-là, ce ne sont pas les objectifs de paix. Ce ne sont pas les objectifs de paix. Quand je vous dis ici, je vous répète tous les jours, que c'est un fou, que c'est un bandit qui est à la tête du pays, vous ne me croyez pas. Parce que les conditions qui sont posées au terme de cet accord sont des conditions qui sont inatteignables par la République démocratique du Congo. Le Congo accepte de lancer aujourd'hui l'exploitation commune de ses richesses avec le Rwanda. Parce que même si le Congo ne l'avait pas fait, le Rwanda est déjà sur le terrain. Les minerais et les richesses du Congo sont exploités par le Rwanda. Donc le Rwanda n'avait pas besoin de cet accord. Accord ou pas accord, le Rwanda pille chez vous. Mais il faut être fou pour accepter que le pilleur qui est chez vous puisse aujourd'hui avoir la bénédiction et la sanctification de vous les piller. Non, tu sais qu'elle dit... Moi, dans mon balo azali boma moro na émission. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tshisekedi est un... Tshisekedi, c'est un homme... Je t'ai dit que Tshisekedi est un homme... c'est un homme qu'il faut très très vite plaquer au sol. Donc,
Les conditions qui sont posées dans cet accord sont des conditions inatteignables. Lorsqu'on vous dit que pour que le Rwanda lève ses mesures défensives en RDC, le Congo doit neutraliser les FDLR. Je repose ma question ici, ce n'est pas la première fois que je l'ai fait. Où sont les FDLR? On me dit non, le Congo a commencé la cartographie des FDLR. Le Rwanda vous dit non, l'accord ne parle pas de cartographie. L'accord parle de la neutralisation des FDLR. Ils sont combien ces FDLR en République démocratique du Congo? Personne ne connaît le nombre de ces FDLR. Ils sont localisés où? Personne ne sait exactement où ils sont localisés. Et les rares localisations connues se trouvent dans l'Est de la République. Mais qui contrôle l'Est de la République? C'est les Rwandais avec les M23. Donc, l'Est de la République est sous contrôle du Rwanda. Mais comment Tshisekedi peut-il poser sa signature dans un document qui lui demande de neutraliser des FDLR se trouvant sur un territoire qu'il ne contrôle pas? Parce que pour aller neutraliser les FDLR, il faut d'abord commencer par déloger le Rwanda et les M23 dans cette partie de la République. Comment tu peux neutraliser les FDLR qui ne se trouvent pas sur un territoire sous ton contrôle? Et combien sont ces FDLR? Un autre élément qu'il faut prendre en compte. En quoi les FDLR représentent-ils aujourd'hui un danger pour le Rwanda? Combien de Rwandais sont tués aujourd'hui par les FDLR? Combien de kilomètres carrés du territoire rwandais aujourd'hui sont attaqués par les FDLR? Sont occupés par les FDLR? Les FDLR aujourd'hui ne représentent absolument pas un danger pour le Rwanda. Le Rwanda est un pays organisé avec une armée disciplinée, organisée. Si les FDLR osent, ils seront foudroyés. Les FDLR, aujourd'hui, sont une sorte d'alibi pour le Rwanda. C'est la folie de la diplomatie bête de Tshisekedi qui n'a pas réussi à faire passer cette vérité au niveau de la communauté internationale. Au point où Tshisekedi prend des engagements que pour que le Rwanda, qui n'est pas reconnu présent dans l'Est de la République au terme des accords, parce qu'on parle de la levée des mesures défensives, pour que le Rwanda lève ses mesures défensives, c'est-à-dire retire ses troupes dans l'Est de la République, le Congo doit neutraliser les FDLR. Il ne connaît pas les nombres de ces FDLR-là, il n'a pas leur localisation, et la plupart des localisations connues se trouvent sous les zones contrôlées par le Rwanda. Ça, c'est une décision. C'est un objectif inatteignable. Un autre objectif qui ne passera pas, c'est l'épineuse question des M23. Parce que le Rwanda va vous renvoyer à des négociations avec les M23. Quand on sait que après 5-6 mois de négociations à Doha, ça a échoué, vous n'aurez jamais la paix aussi longtemps que vous n'aurez pas réglé les problèmes avec les M23. Le Rwanda va vous dire, ce n'est pas moi j'ai signé des accords. Le Rwanda va dire ceci, ok, j'ai signé des accords. Les accords béatifient le Rwanda qui va désormais commencer à prendre vos richesses officiellement. À ce moment-là, il n'est plus condamné par la communauté internationale, il n'est plus condamné par le droit international. Vous lui donnez donc mandat de prendre vos richesses. Et lorsque vous allez demander la part du Rwanda, le Rwanda dira, moi j'ai déjà fait ma part. J'ai commencé à exploiter, à prendre. Où sont les FDLR? Avez-vous neutralisé les FDLR? Non, on ne l'a pas neutralisé. Ok. Vous avez neutralisé les FDLR? Non. Il y a un mouvement congolais chez vous là-bas qui est le mouvement de la FCM23. Avez-vous signé des accords avec les M23? Non. Vous êtes entendu avec les M23? Non. Vous allez encore reprocher quoi au Rwanda? Et la folie de Tshisekedi va à ce moment-là sauter aux yeux de l'humanité et tout le monde comprendra que c'est un bandit, c'est un fou qui est à la tête de votre pays. Donc, les accords qui seront signés ce jeudi aux États-Unis, les amis, c'est une vente de vos richesses. C'est une vente de la République. Mais là où Tshisekedi est un bandit, est un fou, parce qu'il n'a pas bien calculé sa folie, il comprendra que ce qu'il fait là ne lui amènera jamais la paix, parce que les objectifs de ceux qui l'ont amené aux États-Unis pour apposer sa signature là ne sont pas les objectifs de la paix.